Nous allons donc écouter Antoine Missier. Alors, Antoine Missier est un professeur agrégé de mathématiques au lycée Saint-Cernin de Toulouse. Il est ingénieur d'une école dont l'acronyme est impossible à prononcer et docteur en automatique. C'est un utilisateur quotidien de la tech. Il est auteur de 7 extensions et classes LaTeX, qui sont des outils pour le professeur de maths. Il est formateur Python pour les profs de lycée. Il fait des vacations à l'INSA et à la prépa des INP de Toulouse. Et il a collaboré à plusieurs ouvrages, notamment Excel pour l'ingénieur, modèle et raisonnement qualitatif, et aussi introduction aux bases de données. Voilà, nous te laissons la parole, Antoine, et à tout à l'heure. Merci Denis, et d'abord merci pour cette invitation. Je suis très honoré de pouvoir présenter un petit peu mon travail à cette assemblée. Alors bon, l'exposé va s'articuler autour d'outils que j'utilise qui sont pour une bonne partie mes propres outils pour la réalisation de feuilles d'exercice. Autour de quelques extensions que j'ai développées. Je parlerai d'abord de la classe et du package ExeSheet, feuille d'exercice. C'est en fait un couple qui fonctionne avec SchoolDocs. Ensuite, je parlerai aussi un petit peu de French Math, qui est une extension pour les maths françaises. Et puis TableVar, qui est une autre extension pour les tableaux de variation. Et tout à la fin, très rapidement, je présenterai aussi 3 outils externes qui ne sont pas du tout de moi, mais que j'utilise beaucoup et que je trouve très puissants pour la gestion de bases d'exercices, pour la réalisation de graphiques et aussi pour la réalisation de tableaux de valeur à partir du tableur, pour exporter dans la tech. Voilà, alors juste sur l'école d'ingénieur, c'est l'ENSEIT. Elle est effectivement difficile à prononcer, il y a beaucoup de lettres. Voilà, donc d'abord quelques mots sur la motivation, pourquoi j'ai développé ces extensions. J'étais pas parti pour quand j'ai commencé à utiliser la tech, bon d'abord pour ma thèse, puis ensuite quand je suis devenu prof de maths, j'ai travaillé sur la tech et évidemment comme je suppose beaucoup, on commence par faire ses propres macros par rapport à des besoins qu'on a. Et à force de faire des macros, les préambules deviennent extrêmement lourds. Et ensuite, on met ces macros dans des fichiers externes avec un input. Bon. Le problème qui s'est posé assez vite, c'est que lorsqu'on fait un travail collaboratif, et en l'occurrence dans mon lycée, c'est le cas, on a beaucoup de devoirs qu'on fait en commun à tous les niveaux. Là, j'enseigne en terminale et maths experte, et aussi en seconde. On a donc besoin d'échanger des fichiers et de pouvoir présenter des collègues aussi qui m'ont demandé les codes sources. Donc, quand on a un code source avec plein de macros ou alors des fichiers externes, c'était problématique. Et donc, je me suis convaincu un peu de la nécessité de pouvoir mutualiser les choses de manière propre en créant mes propres extensions. Donc, voilà un peu sur la motivation. Alors, par exemple, je vais commencer par vous montrer le premier fichier. Alors, il faut que je partage mon écran. Partager l'écran. Alors, un instant que j'enregistre tout ça. Oui, ok, ça devrait être bon, ça. Voyons, donc je ne sais pas si vous voyez bien mon écran là. J'ai essayé de le partager de manière un peu maximale. Oui, on voit bien. Oui, c'est bon. Donc, la souris aussi, elle se promène. Bon. Alors, attendez, je vais juste descendre un petit peu la fenêtre. Là. Non, ça ne veut pas. J'essaie d'agrandir un petit peu la fenêtre de vue, voilà, pour qu'on voit bien tout l'écran, y compris la partie à gauche, voilà, y compris mes outils, voilà, c'est pas gênant. Bien, donc, je vais d'abord vous montrer un premier fichier que j'ai réalisé qui est bien vieux, c'était avant que je développe mes extensions. C'était pour montrer un peu comment on travaille quand on faisait un bac blanc. Donc, je faisais des propositions d'exercices classés par thème. C'était l'ancien baccalauréat, ça, intégration, complexe, probabilité, suite analyse, avec différentes propositions d'exercices. Puis, les collègues discutent entre eux et choisissent leurs exercices. Donc, ça, c'est des choses que j'ai intégrées dans la classe ExeSheet qui permet de faire tout ça et d'avoir accès par la navigation à gauche là, aux différents exercices simplement par des clics. Bon, c'est le deuxième élément important, ça a été que très souvent, et c'est encore le cas d'ailleurs
pour le bac proprement dit, en fourni corrigé, on a de manière séparée une feuille avec le barème. Et c'est assez incommode d'aller naviguer visuellement entre le corrigé, le barème. Bon, au bout de quelques copies, évidemment, on a le barème en tête, mais j'ai trouvé beaucoup plus confortable de pouvoir mettre en parallèle le corrigé et le barème. Je vais vous montrer un exemple. Alors, je ferme cette fenêtre-là. La correction, je pense que celui-ci devrait le faire. Voyons, voilà. Là, vous avez un exemple, donc c'est le bac 2011, où vous avez le corrigé avec le barème de l'exercice, le barème de chaque question et des commentaires de barème qui sont des indications qu'on discute entre collègues pour être d'accord, hein, et donc qui permettent de voir comment on doit mettre les points sur un travail mutualisé. Voilà. Alors après, je vous expliquerai aussi que je l'utilise beaucoup pour mes devoirs maison, ce système qui consiste à mettre dans la marge les barèmes détaillés avec les éléments de barème, les éléments de notation. Donc, je vais fermer ce fichier. Alors, donc on va démarrer par la classe exercice. Donc, je vais ouvrir la doc du package. Doc execsheet. Voilà, ça va s'ouvrir. Voilà, ça, je vais le fermer. Donc, execsheet, je ne vais pas vous présenter de manière exhaustive tout ce qu'il y a dedans, mais bon, les grandes lignes. Donc, d'abord, c'est tout ce qui s'appelle les titres des exercices. Alors, à la différence de d'autres extensions qui existaient déjà, qui traitent aussi de la question de feuilles d'exercice, moi, ce que j'ai voulu, c'est faire uniquement des feuilles d'exercice, c'est-à-dire ce ne sont pas des exercices qui ont vocation à être intégrés dans un polycope de cours, mais des feuilles qui ne contiennent que des exercices. Du coup, comme contrairement à ce qu'on trouve dans les autres extensions, où les exercices sont souvent des environnements, begin exercise, end exercise, chez moi, les exercices sont des sections, ou plus exactement des sous-sections. Et ce qui fait qu'on les voit dans la partie à gauche, comme je vous ai montré dans le PDF, et qu'on peut cliquer dessus. Voilà. Je précise aussi, contrairement à la belle présentation qu'on a eue ce matin de Prof Lycée, que mes extensions n'ont que des vocations typographiques, c'est-à-dire de mise en page, de présentation, et absolument pas de générer des contenus mathématiques. Ça, c'est un travail qui se fait par ailleurs, c'est le travail du prof. C'est très utile d'avoir des extensions sans doute comme Prof Lycée. C'est vrai que je n'ai pas encore pris l'habitude de la regarder en détail, mais c'est intéressant. Mais en tout cas, ce n'est pas l'objectif que je m'étais fixé au départ et que j'ai dans ces extensions. Donc, je ne fais que de la typographie. Hein. Le contenu mathématique ou le contenu disciplinaire, ce n'est pas réservé aux mathématiques, hein, execsheet, se fait par ailleurs. Donc, chacun de produire son contenu. L'extension ne produit pas de contenu. Donc, alors, je vais donc présenter d'abord la partie titre des exercices, la partie énumération et liste, puisque dans un exercice, il y a des questions et des sous-questions. Et donc, j'utilise des listes d'énumération. Et ensuite, quelque chose qui est important aussi pour moi, c'est de pouvoir mettre dans le même fichier les questions et les corrections. Et de pouvoir générer au moment de la compilation de manière séparée le fichier avec les deux, questions et solutions, ou simplement générer le sujet ou générer le corrigé, avec l'option de faire afficher ou pas le barème détaillé. Voilà, ça sera la partie 5. Donc, je vais en fait suivre le doc qui est là, avec quelques manips de temps en temps peut-être. Bien, donc tout simplement, exercise, la commande est très simple, c'est exercise, ça remplace subsection et ça se met au même niveau comment dire, dans le PDF, quand on utilise hyperref, hein, ça se met au même niveau qu'une sous-section. Donc, on peut mettre des sections par-dessus, comme je vous ai montré tout à l'heure dans le sujet de bac blanc, avec intégration, complexe et autres. Donc, exercise, ça numérote automatiquement. On peut mettre une option, par exemple ici, voilà, to begin. Donc, c'est très simple. On peut rajouter des filets ou faire différentes choses, mettre le double point si on veut, plutôt que des parenthèses. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que dans mes extensions, j'ai essayé au maximum de permettre à chaque utilisateur de reconfigurer les choses à sa manière et à son goût. Par exemple, le fait que c'est en gras, on peut le décider autrement. Voilà.
On peut aussi choisir de modifier le label exercice, la manière d'afficher la numérotation, si on préfère des lettres, si on préfère les chiffres romains ou autres, tout ça, c'est possible. On a enfin la commande exercice étoile qui ne met pas de numéro d'exercice et qui ne met pas le mot exercice. Alors ici, c'est en anglais, mais en fonction de la manière dont on a installé Babel ou Polyglossia, ça se convertira en exercice en français. J'ai prévu 5 ou 6 langues, l'italien, le portugais, l'espagnol, enfin bon, les langues classiques. Je n'ai pas le suédois ou d'autres, mais ça aussi, on pourrait le rajouter sans difficulté dans le fichier ou dans le préambule. Bien, donc là, c'est en anglais par défaut, la présentation des exercices. Alors, quand on met exercice étoile, on n'a pas le mot exercice qui apparaît, mais on met donc ici, par exemple, problème. Voilà. La commande, c'est celle-ci. Hein. Si on veut créer un problème, comme dans les anciens bacs, il y avait 2 exercices et un problème, ça c'est l'ancien temps, et on peut mettre une option qui sera mise entre parenthèses. Enfin non, la parenthèse, je l'ai mise de manière explicite. Voilà. Les exercices sont numérotés d'un bout à l'autre de manière continue dans tout le document, puisque les documents qui se basent sur la classe ExeSheet ont vocation à n'être que des feuilles d'exercice, typiquement des sujets d'examen, de devoirs surveillés, de devoirs maison ou des corrigés. Les exercices peuvent être partitionnés en sous-parties, subpart, avec la commande subpart, voilà. Qui par défaut sont numérotés en lettres, part A, part B, avec une option que l'on peut mettre aussi. Ce part a un argument optionnel ici, preliminary. Voilà. Ensuite, il y a une commande particulière qui est un sectionnement aussi, c'est annexe, parce que souvent on a une liste d'exercices, par exemple dans les sujets de bac, et à la fin, ou en cours, dans le déroulé du document, une annexe qui apparaîtra aussi dans la partie gauche du PDF. Hein. On peut cliquer dessus avec la commande tout simplement annexe. On peut changer le mot annexe en modifiant la commande annex name ainsi que son style. Donc, comme je le précise ici, les exercices sont mis automatiquement dans la table des matières du PDF lorsqu'on compile avec HyperRef. Bon. On peut aussi choisir de ne pas le faire avec une option NoTalk, qui est une option de la classe et du package ExeSheet. Voilà. Enfin, par exemple, pour mes classes de seconde, j'ai rarement des exercices avec 3, 4, 5 questions et mettre à chaque fois exercice 1, exercice 2, ce serait un peu lourd pour le document qui souvent tient en une seule page. Donc là, j'ai prévu des intitulés d'exercices en raccourci. Hein. Alors, il y a une principale, c'est Exe, qui présente les exercices sous cette forme-là. Exercice 4 avec un filet, un petit tiret là un peu long. Exercice et raccourci. Et là aussi, en fonction des langues, enfin dans la plupart des langues, ça s'écrit de la même manière, ex. Voilà. On peut ne pas mettre le filet avec exe étoile. Voilà. Là aussi, la numérotation est continue d'un bout à l'autre. Ben, disons que cette présentation-là est évidemment concurrente avec celle de la sectionnement exercice. Donc, oui, voilà pour ça. Ensuite, j'en parlerai après dans les énumérations parce qu'il y a encore une autre manière de présenter les exercices que j'utilise de fait, moi, en seconde. Alors, la commande point, elle est importante, j'utilise beaucoup. Elle présente le barème de l'exercice, et ça, c'est en particulier dans le sujet, sous cette forme-là, sous la forme d'un petit encadré rouge, avec en police, en fonte sans empattement, contrairement au texte lui-même qui par défaut est avec empattement. Enfin, ça dépend des fontes de caractères qu'on utilise, mais là, c'est du sans empattement en rouge. Tout ça, c'est paramétrable par Points Color, Point Style, voilà. Alors, en ce qui concerne les questions, ce sont des listes d'énumération, donc avec l'environnement enumerate et des items. Bon, ça, ce sont les questions principales et ça, ce sont les sous-questions. Alors, contrairement à enumerate, en principe, on ne met pas les énumérations en gras, mais là, comme ce sont des questions d'exercice, j'ai voulu qu'elles soient alignées à gauche et en gras. Là aussi, c'est éventuellement configurable par les options pas les options du package, mais plutôt les commandes qui permettent de le modifier.
en fait, qui sont des commandes du package qui viennent et du MITEM, voilà, que j'ai utilisé et qui permet de configurer des listes d'énumération. Les listes d'énumération, en principe, dans la tech, n'ont pas vocation à être des questions d'exercice. Ce sont des énumérations, 1, 2, 3, qu'on met dans un texte. La différence, c'est qu'ici, j'ai aussi modifié les espacements, avant, après, entre les questions et les sous-questions, pour qu'elles soient plus larges que les espacements par défaut des listes d'énumération. Alors enfin, voilà, ce que j'utilise avec mes classes de seconde, c'est la commande, c'est l'environnement exenumerate qui fait une énumération d'exercices sans le X1, X2 que vous avez là, simplement avec une numérotation comme ça. Donc, ce sont des questions, il n'y a pas exercice 1, exercice 2, parce que ce sont souvent des questions indépendantes. La différence avec un simple énumérate, c'est que c'est en gras et que les espacements sont plus larges entre les questions principales. Voilà. Alors ensuite, dans les exercices, il arrive souvent qu'on fasse, par exemple, dans des QCM ou des exercices avec des questions très courtes. Et alors là, j'ai prévu 2 manières de le faire. Ça s'appelle table enum 1 ou table enum A. 1, ça sera les numérotations 1, 2, 3. A, ça sera ABC. Voilà. Et aussi table item si on veut des listes à bulles. Alors, table enum va numéroter les questions comme ça. Voici un exemple avec des questions très courtes. 1, 2, 3. C'est numéroté par ligne. Et c'est basé sur l'excellent package Tasks de Clément Niederberger. Voilà, je le précise ici dans le texte. Voilà. Et que j'ai adapté un peu pour que, en fait, on utilise les items et puis un begin table enum. On précise par défaut ici qu'on veut, enfin, c'est pas par défaut. Par défaut, on a 2 numéros sur la même ligne et c'est donc aligné par ligne. Alors là, vous voyez que l'alignement, il est parfait par ligne. 1, 2, 3, 4, 5. On peut aussi vouloir aligner par colonne. Par exemple, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un petit défaut, l'alignement par colonne, c'est que sur la ligne 2, là, par exemple, entre le 2 et 4, il n'y a pas un alignement parfait du centrage de la ligne. Donc, moi, très souvent, je préfère l'alignement par ligne, qui est plus propre. C'est vraiment un alignement rigoureux sur la même ligne. Enfin, l'alignement par colonne a des avantages. Lorsqu'on a beaucoup de questions aussi, ça n'a pas forcément vocation à être aligné. Alors là, j'utilise l'environnement colsenum. Voilà. Ça fonctionne comme table enum, 1 ou A, mais ça aligne par colonne. Et l'avantage, c'est que ça calcule automatiquement si on est dans une liste principale avec la numérotation 1, 2, 3 ou dans une sous-liste avec ABC. Voilà, il faut charger par contre l'extension multicall au début dans le préambule si on veut utiliser ce formatage-là. Donc là, j'ai utilisé colsenum étoile. La différence, c'est que colsenum étoile, il aligne, je ne sais plus très bien, d'ailleurs, les détails, il aligne par le bas. Dans un cas, les espaces ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, colsitem, c'est le même principe, c'est pour faire des listes à bulles, hein, à la place des items au lieu des énumérates. Donc voilà le type d'exercice avec des petites questions très courtes, hein, une question générale, calculer les dérivés, des fonctions suivantes. Voilà, alors maintenant on va passer à quelque chose qui est important pour moi, c'est questions and solutions, les questions et les réponses dans le même fichier source avec la possibilité de générer au moment de la compilation uniquement le sujet, uniquement le corrigé ou les deux. Alors, donc voici par défaut, lorsqu'on ne demande rien, ce qui se passe. On a prévu dans le fichier un exercice avec des questions et puis on a prévu les réponses. Alors on peut faire la réponse qui s'affichera après chaque question, ou globalement pour un exercice donné, ou même globalement pour l'ensemble de la feuille d'exercice, générer d'abord tous les exercices dans un environnement qui sera begin questions and questions, et puis un autre environnement, begin answers and answers, dans lequel on met toutes les réponses. Alors c'est soit par exercice, soit question par question, soit tout à la fin, c'est comme on veut. Contrairement à d'autres extensions, on n'aura pas la possibilité au moment de la compilation de choisir si on veut que les questions apparaissent à tel ou tel endroit. Il faut faire le choix au moment du fichier lui-même. C'est-à-dire si je veux que les réponses apparaissent
pour chaque exercice, il faut que je le prévoie dans le fichier source, c'est-à-dire j'ai tout mon exercice avec begin questions, end questions dans l'exercice et à la fin, je mets ça. Alors là, je vais vous montrer un exemple. Hein, on va prendre un fichier que j'ai là. Voilà. Un devoir surveillé que j'ai donné l'an dernier. Donc, vous avez, donc ça c'est le fichier où il y a les questions et les réponses. Donc, vous voyez, je l'ai fait par exercice. Donc, comment ça se présente? Comment ça se présente? Vous avez donc le titre de l'exercice, ça c'est une question de cours, la fameuse macro points qui va afficher à droite le barème. Bon. Et puis, vous avez un begin questions ici, là, qui se termine là avec answers. Bon, là, c'est tout bête, voir qu'il court, puisque c'est une question de cours. Pour le second, vous avez questions qui apparaît là. Et alors là, il faut aller chercher un peu plus bas. Voilà. Et les réponses arriveront ici. Donc, c'est pour l'exercice 2 que vous voyez ici. Vous avez donc des questions avec ici un alignement par ligne, hein, des petites questions. C'est un QCM. Et puis, les réponses, c'est après. Alors, ce qui est intéressant, c'est maintenant, ça, c'est pas le fichier qu'on donne aux élèves, évidemment. Soit on leur donne le sujet, et puis plus tard, on leur donne le corrigé. Donc, comment ça se passe? Là, j'utilise deux macros qu'il faut mettre dans le préambule. Un qui s'appelle Questions Only ou Answers Only. C'est simple. Alors, des commandes Questions Only, générer mon fichier, je lance la compilation et là, voilà, à droite, vous voyez, il y a le sujet qui vient d'apparaître avec uniquement les questions, le sujet, quoi, et le barème. Et maintenant, si je veux générer le corrigé, je commente ou pas d'ailleurs questions only, je vais le commenter puisque answers only va écraser, il vient après questions only. Donc, je décommande answers only. Or là, correct, c'est une macro qui ne fait pas partie du package Exesheet, j'en parlerai après, mais du package SchoolDocs. Hein, la SchoolDocs gère la mise en page globale, c'est-à-dire les titres, les en-têtes et pieds de page, alors que Exesheet gère la mise en forme des exercices et des questions, et des réponses, et du barème, etc. La classe Exesheet, je ne l'ai pas précisé, elle appelle en fait SchoolDocs, mais on peut utiliser séparément les deux dans deux extensions. Ce sont des extensions et la classe Exesheet gère les deux extensions simultanément. Donc là, si je génère pour obtenir le corrigé, je fais une petite compilation et voilà, j'ai mon corrigé. Alors là, le bleu, qui était un choix par défaut, qui est là aussi modifiable, lorsqu'on présente les deux ensemble, le bleu, ça fait mieux ressortir le corrigé, mais lorsqu'on génère le corrigé seul, il n'y a aucune raison de le mettre en couleur. Donc voici le corrigé tel qu'on peut ensuite le donner aux élèves, avec des tableaux de variation, de signes dont je parlerai plus tard. Voilà, donc vous avez ça. Je vais revenir maintenant à... Alors là, j'ai un petit problème avec la fenêtre pour arriver à fermer. On va faire CTRL+, c'est plus simple. Voilà. Je reviens donc à mon doc du package. Alors, en ce qui concerne Answers, j'ai aussi la possibilité, alors là, je le rappelle, ça ne vient pas de moi, ça, d'utiliser en interne, j'utilise comment et end comment qui permettent de faire afficher séparément les choses, hein, qui vient de version, un package de Ubeluk. Alors, j'ai ouvert aussi la possibilité, alors maintenant ça ne se fait plus parce qu'il n'y a plus les spécialités maths, comme on disait avant, qui avaient un exercice spécifique, mais j'avais aussi la possibilité d'utiliser donc dans le même fichier, de faire différentes versions pour les spé maths et pas pour ce qu'on appelait les maths obligatoires à l'époque. Bon, je commente un petit peu ça, mais là, j'ai rien fait, j'ai simplement utilisé des packages qui existaient déjà. Alors, ensuite, j'ai aussi une macro que j'utilise en fait assez peu, qui est question tout court, qui prend deux arguments. Ça, c'est pour des questions courtes et des réponses courtes qu'on veut afficher. Donc, comme ça, on met la question et la réponse dans la même macro. Alors, évidemment, quand la question est un peu longue ou les réponses, ce n'est pas très adapté. Il vaut mieux utiliser un environnement. Donc, voilà. Alors, maintenant, passons au barème. Alors, ça, c'est quelque chose d'important que j'utilise beaucoup. Je vais par exemple vous montrer aussi l'utilisation dans un devoir maison. Je vais aller récupérer mes devoirs maison. Là, alors là, j'ai un problème. Pour cliquer.
Devoir maison, je vais prendre le 5, par exemple. Voilà. Alors, les devoirs maison, là, c'est le devoir maison numéro 5 que je donne à mes classes de terminale sur les probabilités, sur la loi binomiale. Donc, vous voyez que je mets ces barèmes détaillés. Et le grand avantage, c'est que quand je donne le corrigé aux élèves, je fais un tirage au sort informatique pour que les élèves se corrigent entre eux en faisant ce qu'on appelle en mathématiques un dérangement. Personne ne se corrige lui-même. Et donc, ils s'échangent les copies, ils ont le corrigé et ils doivent corriger la copie d'un de leurs camarades. L'intérêt, c'est qu'ils comprennent où on met les points, pourquoi on met les points. Donc, tout est précisé dans le barème. Et ensuite, je ramasse les copies, je relève les notes et je les reprends parce que souvent, ce n'est pas correct, la correction. Mais ça les oblige à travailler sur le corrigé. Hein, ils ne se contentent pas de le ranger dans leur trieur et puis voilà. Ils sont obligés de travailler dessus, de comprendre où on met les points. Et puis moi, j'ai un avantage aussi, c'est que la correction, elle va à peu près 5 fois plus vite que si je devais tout corriger moi-même. C'est quand même des devoirs maison qui sont souvent assez longs. J'en donne beaucoup. Et ils ont donc cette possibilité, avec ce système du barème détaillé dans la marge, de comprendre comment on note, comment on note quand on est prof. Voilà. Alors, en général, ça leur plaît aux élèves de corriger eux-mêmes une copie de leurs camarades. Donc, voilà pour ça. Je vais fermer ce fichier-là. Je reviens au principe de Marginal Notes and Making Scheme, donc le barème. Donc, alors oui, alors là, ce que je n'ai pas dit, au début, j'ai une petite commande PTS que j'utilise uniquement en seconde quand je fais des petits exercices courts comme ça ou afficher le barème. Ma commande points que j'ai montrée au début, elle ne marche pas pour ce type de situation parce que souvent, la question, elle dépasse une ligne. Et donc, à ce moment-là, ça se met dans la marge sous cette forme-là, en rouge entre parenthèses, et c'est très court. Le point ou PTS, ça se met automatiquement, la majuscule. Hein. Si on atteint 2 ou qu'on dépasse 2, il y aura un S ou pas. Et là aussi, c'est internationalisé dans 5 ou 6 langues. C'est pas toujours, en allemand, c'est PK, je crois, ou PKT, je ne sais plus. Pour les points, punct. Voilà, ça c'est pour quand on utilise exe ou exenumerate, hein, la manière de mettre le barème avec la commande PTS. On peut tout ça, on peut le configurer comme vous voyez, PTS name, on peut changer le nom, la couleur, le style. On affiche ou pas dans le préambule avec display PTS. Je ne vais pas vous le montrer là, je vais par contre vous montrer ce qui se passe avec les fichiers terminal. On a aussi la possibilité d'afficher donc le barème global de l'exercice sous la forme d'un encadré rouge comme ça avec la commande total exe. Total exe que l'on met à la place de points dans le corrigé. Donc voilà, on a le barème total. Et puis, quand on veut mettre les notes, alors là, c'est la commande note. La commande note qui prend en argument optionnel les points globaux de la question et en commentaire, tout ce qui va apparaître ici par défaut en vert. Voilà, alors je vais vous montrer un fichier. Alors, il faut que je trouve le bon. Je ne sais pas trop lequel prendre. On va prendre le même DM que j'ai pris tout à l'heure. Le DM5, je vais vous le montrer. Voilà, celui-là. Donc, comment ça se passe dans le fichier lui-même? Alors là, donc là, j'ai mon titre, exercice. Hein, c'est un exercice du manuel qu'on utilise avec la commande total exe qui va donc l'afficher ici dans la marge. Et puis, les éléments de barème apparaissent ici. Donc là, vous en avez un. Note, un point pour la question avec le commentaire qui va bien, retour à la ligne avec le double anti-slash, etc. Donc, par défaut, ça s'affiche comme ça. Enfin, par défaut, non. Il faut activer le display notes dans le préambule. Si j'enlève mon display notes, donc je le commente et que je recompile mon document, tout le barème va disparaître et comme vous allez voir, le document lui-même va se recentrer. Voilà, là il est centré le document, il n'y a plus de barème, on peut distribuer un corrigé comme ça. On peut faire apparaître uniquement les points globaux de chaque question. Display points. Points avec un S, il faut enlever le commentaire. Et là, je recompile. Et là, je vais voir un petit décalage moindre sur le texte.
le formatage du texte, il n'est absolument pas modifié, c'est simplement un décalage des marges entre la marge gauche et la marge droite. Par défaut, ça s'affiche dans la marge gauche. Je ne sais plus si je peux le configurer. C'est possible que j'ai prévu qu'un utilisateur qui a envie de mettre le barème dans la marge de droite puisse le faire en changeant un booléen ou je ne sais plus quoi. Donc là, j'ai uniquement les points. Voilà. Et si je veux voir tout, je mets Display Notes. Display Notes et on recompile. Et ça va nous donner le fichier que je vous ai montré au début. Voilà. Donc voilà pour ces éléments de barème. Je vais reprendre mon fichier de doc. Je crois que je vous ai montré à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Je ne détaille pas ici toutes les possibilités de configuration, la couleur, etc. Tout ça, c'est prévu, hein, qu'on puisse configurer à loisir les choses autrement que ce que j'ai mis là. Aussi bien, là, par exemple, c'est aligné au fer à droite. Hein, c'est ce qui se fait par défaut dans des documents marginaux. On peut aussi le centrer ou voir l'aligner au fer à gauche. Hein, tout ça, c'est configurable. C'est de la police sans empattement ici, alors que le texte est avec empattement. Bon, la couleur, le rouge, le vert, etc., c'est modifiable. Comme c'est en anglais, le point, ça s'écrit avec un point. Bon, voilà. Oui, c'est Note Ragged qui permet de faire un ragged left ou ragged right si on veut aligner au fer à gauche ou à droite à l'intérieur des notes. Bon, ben écoutez, j'ai terminé pour la partie exéchite proprement dit. Je vais maintenant parler un tout petit peu de School Docs. Comme j'ai dit, c'est un couple qui marche ensemble. Ce sont deux. Si on utilise exéchite en tant que classe, je vais remontrer le fichier précédent. Voilà, ici, j'ai utilisé la classe exéchite. Donc, la classe exéchite, elle fait tout ce que je vous ai montré. Et en outre, elle va utiliser School Docs. Voilà, mais j'utilise aussi School Docs pour des documents de cours qui ne sont pas des feuilles d'exercice. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu bien séparer les deux. Donc, je vais vous montrer School Docs un tout petit peu rapidement. Donc, ça, je peux le fermer. On va aller chercher la documentation de School Docs. Voilà. Donc, School Docs gère, comme je l'ai dit rapidement au début, uniquement la mise en page proprement dite avec le package géométrie, gère aussi les en-têtes et pieds de page, et bon, et la géométrie de la page, et la titraille, c'est tout ce qui est là. Alors, bon, ça a été des choix que j'ai mis longtemps à affiner avant de publier ces extensions. Bon, dans la littérature, en particulier LaTeX Companion, ils insistent bien sur le fait qu'une page, la page numéro 1 d'un document, elle n'est pas censée avoir des en-têtes. Or, c'est vrai que c'est une pratique qu'on utilise beaucoup. Moi aussi, je l'ai fait pendant longtemps. Je mettais en tête lycée Saint-Cernin en haut à gauche, là, etc. La classe, bon. J'ai un peu changé mes pratiques en essayant de respecter cette préconisation typographique, hein, qu'un titre, il ne doit rien avoir au-dessus. Bon. Et par contre, par rapport à la classe article, hein, sur laquelle School Docs et Exéchite sont basés, enfin Exéchite qui est une classe, dans la classe article, le titre est beaucoup plus bas. Et donc, vous perdez énormément de place. Quand on a un document, un sujet d'examen, on n'a pas forcément envie qu'il y ait une demi-page vide pratiquement au début. Donc, le titre est remonté. Hein, tout ça, c'est réglé. Alors, School Docs, qu'est-ce qu'il fait? Il propose un certain nombre de mises en page type. Il y en a 6. Hein, classique, elegant, modern, soft, exam et collection. Exam, c'est ce que j'utilise par exemple pour les bacs blancs. Collection, je vous en ai montré un petit exemple au début, c'est lorsqu'on veut utiliser des feuilles avec beaucoup d'exercices classés par exemple par rubrique, intégration, complexe, analyse, suite. Je l'utilise très peu, uniquement dans le cas où j'ai besoin de présenter beaucoup d'exercices. Pour les feuilles d'exercices que je donne aux élèves, ça sera une de ces classes-là. J'utilise ça se pose des classes avec une configuration particulière du titre, des en-têtes et des pieds de page. La géométrie, c'est à peu près toujours la même. J'essaie de respecter les préconisations qu'on trouve en particulier dans le LaTeX Companion sur les dimensions des marges en haut, en bas, à gauche, à droite, relativement au corps du texte. Il y a des règles que j'ai oubliées par cœur, que j'ai essayé de respecter pour cette mise en page. Donc, comment ça se passe? On peut charger le package School Docs si on n'a pas mis Exéchite comme classe. Et puis, on choisit un P-Style. Donc, c'est basé sur l'extension Fancy HDR de Pete Van Ostrom.
qui propose cette façon de travailler avec PageStyle. Donc, pour mettre les en-têtes et les pieds de page. Donc, on choisit un style parmi ceux-ci et le document sera configuré en fonction de ce style. Ensuite, il y a les informations du titrail, title, subject, school ou son synonyme institute, c'est l'un ou l'autre, ça veut dire la même chose, hein, c'est un alias. Et puis éventuellement subtitle qui n'existe que pour la classe, que pour le style exam. Donc, on compose le titre avec make title et le make title qui existe par défaut dans la classe article, il est standard. Donc là, il a été modifié et chaque style a un make title qui peut être différent. Voilà. Ensuite, j'ai une macro de séparation. La macro correcte dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ajoute au titre automatiquement, ainsi que dans l'entête qui se trouve sur les pages 2, 3 et 4, on ajoute le mot correction. Correction en anglais, ou bon, voilà. On peut aussi faire un titre court. Alors voilà la présentation, disons, schématique des différents styles. Le style classique, donc qui ne respecte pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais qui met school subject en haut à gauche et author date. On peut laisser un champ vide. Hein. Si je ne mets pas author, bon, il n'y aura pas vide et la date se met. Donc le style classique, il y a juste le titre avec un petit filet de séparation, la numérotation des pages qui est présentée ici, et sur les pages 2 et suivantes, on a ça, simplement title, subject, on ne rappelle ni l'auteur ni la date. Le style elegant, donc, que j'utilise beaucoup, hein, qui est celui-là, vous avez le subject, alors en général dans le subject, je mets maths terminal par exemple, maths / puis terminal. La date, qui n'est pas forcément la date d'impression, mais la date du devoir lui-même, là je rappelle school, auteur en général je ne mets pas. Et puis, sur les pages suivantes, on a le titre qui apparaît ici, par exemple DS3, analyse, et puis page 1 sur 2, page 2 sur page 1 sur 3, ou etc. Le style moderne, la différence, c'est que vous n'avez pas la date ici, vous l'avez en bas, l'auteur aussi. Voilà, ce sont des petites modifications de mise en page. Bon, il suffit de consulter la doc pour voir. Le style soft, alors comme son nom l'indique, il est soft, il y a juste le titre, et le reste, c'est rejeté en bas. Sur les en-têtes ou pied de page. Alors, il y a soit le filet, hein, ici, de séparation, soit il n'y est pas. Donc, ça dépend des choix. Et là aussi, ça, c'est paramétrable, par contre. Le fait d'ajouter dans un style donné, on peut le modifier très légèrement en ajoutant un filet. Ça, c'est prévu dans l'extension. Le style exam, voilà, vous avez une page quasiment vide, mais éventuellement, le texte peut commencer en dessous avec le fameux subtitle qui me sert à mettre des commentaires. Par exemple, la calculatrice est autorisée, des choses comme ça. Et puis le style collection, voilà, qui est plus complet. Donc, je ne vais pas en dire plus. Tout est expliqué en principe dans la doc et relativement configurable. Je vais juste vous montrer un fichier d'exemple en taille réelle. Là, ce sont des miniatures, on va dire. Donc, School Docs Example, si on clique dessus, ah, il ne veut pas là. Ah si, ça y est. Ça ouvre un fichier que j'ai fait avec donc différentes démonstrations. Je peux aussi modifier un certain nombre de choses, aligner le titre à gauche de cette manière-là. Alors là, par contre, pour revenir au début, ça ne va pas être cool. Voilà. Aligner le titre à droite. Je peux aussi mettre le titre dans une boîte. Tout ça, c'est prévu. Mais malheureusement, il me réduit à chaque fois l'image. Voilà. Ensuite, les différents styles. Bon, là, vous avez un titre aligné à droite. Ben, je vais parcourir comme ça sera plus rapide. Le titre standard, sans la règle. On peut aussi choisir ça. Voilà, là, c'est avec la macro correct. Ça rajoute correct version pour les versions anglaises, correction pour si on est en français. Vous avez l'utilisation de la barre de séparation qu'on peut aussi utiliser pour séparer les exercices. Vous avez aussi ce que j'appelle le small title, qui est en fait assez commode lorsqu'on veut gagner de la place. Vous avez un long filet et puis là, vous avez un nombre minimal d'informations, mais qui sont tout en ligne. Donc là, c'est la commande, au lieu de make title, on met make small title et ça fait ça à la place. Voilà. Là, c'est la présentation du style classique en taille réelle. La présentation du style elegant. Donc, je ne vais pas tout parcourir. Hein. Il y a des pages avec le petit latin qui va bien à chaque fois, moderne, etc. Voilà pour la présentation en gros des feuilles d'exercice de ExeSheet, cette classe qui utilise donc aussi School Docs. J'en ai fini là-dessus. Je vais passer à French Math. Alors,
Ben, on va lancer FrenchMath, la documentation. Voilà. Donc, FrenchMath, c'est une extension que je considère comme très modeste. C'est peut-être celle sur laquelle j'ai eu le plus de retours, des auteurs qui me contactent de temps en temps pour m'en parler. Bon, voilà, parce qu'elle fait en fait assez peu de choses. La documentation, je crois qu'elle fait que 2-3 pages, si on enlève le code. Donc, au départ, la motivation, c'était la découverte du fait que dans les maths françaises, contrairement aux maths internationales, les lettres majuscules doivent être écrites en romain, c'est-à-dire en forme droite et non pas en italique, comme la TeX le fait par défaut. Il y a des packages qui le font très bien, comme Fourier de Bovany et de Michel Bovany, ou quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est Math Design de Paul Pichoro. Mais ça ne fonctionne qu'avec certaines fontes. Par exemple, Fourier utilise, je ne sais plus quelle fonte d'ailleurs, si c'est Utopia, Adobe Utopia, que j'aime pas trop à vrai dire. Je la trouve très ramassée et très grasse. Math Design a plus de choix, j'aime beaucoup Charter, donc j'utilise un peu, mais il est vrai que là, je l'ai composé, ce document, avec MathPazo, je crois. Ouais. À l'impression sur photocopieuse, c'est un rendu un tout petit peu plus gras et que j'aime beaucoup. Et donc, ces extensions qui font par défaut les lettres majuscules en forme droite ne fonctionnent pas, a priori, avec Elmoderne. Donc, j'ai repris une idée que j'avais trouvée dans MAFR pour tout simplement mettre les lettres majuscules en forme droite. Voilà ce que ça donne, hein, et pas en forme italique. Donc, ça, c'est la première des fonctionnalités. La plus importante, c'est un choix par défaut. On peut le changer en désactivant cette fonctionnalité en mettant l'option Caps Hit. Caps Hit qui est précisé ici. Et donc, vous n'aurez à ce moment-là toutes les lettres majuscules en forme penchée. Je vais peut-être vous faire une démo de ça. Ben, je vais peut-être reprendre mon dernier doc. Là. Oui, on va prendre celui-là. DM5. Voilà. Ce fameux DM, là, je vais... vous voyez, tout est en forme droite ici. Hein. C'est des probas. Voilà. Si j'enlève en mettant Caps Hit, qu'est-ce que ça va donner? Déjà, il faudrait que j'arrive à taper correctement. Voilà. Donc là, les lettres vont être majuscules, vont être par défaut. Ah tiens, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Caps Hit. Curieux. Caps Hit, il ne connaît pas. Bon, là, j'ai un petit problème. Caps Hit. Ah oui, ben, je l'ai bien mis math au lieu de mettre French math, évidemment. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, oui, d'accord. Là, il y avait un petit problème. Bon, alors on va le mettre à French math. On va recompiler tout ça. Et voilà, vous avez les lettres comme la TeX les présente par défaut. Voilà. Alors donc, si on met cette option-là, on désactive cette fonctionnalité-là de French Math. Donc, les lettres majuscules sont en italique et non pas en romain. Alors, je reviens quand même à mon document propre et on remet les lettres majuscules comme il faut. Bien, je continue sur French Math. La deuxième chose, qui est quelque chose que j'ai intégré très récemment dans French Math, parce que j'ai estimé que c'était quand même assez controversé comme affaire, c'est de mettre les lettres grecques en forme droite. Toutes les lettres grecques en forme droite. Alors bon, donc je l'ai intégré récemment et je vais sans doute le modifier encore parce que Jean-François Burnol vient de publier une très belle extension LGR Math qui permet d'utiliser les différentes fontes de lettres grecques. Alors là, moi, j'en utilise qu'une par défaut, c'est UpGreek de Walter Schmidt qui permet de mettre les lettres grecques en forme droite. Alors là, je vais vous montrer un autre exemple de cela. Donc, je vais fermer ce truc-là. Voilà. Je vais aller chercher mon DM12 où j'ai des lettres grecques dedans. Voilà. Donc là, c'est les fonctions sinus, cosinus, évidemment, là-dedans. Puis là, vous le voyez, lui, il est en forme droite, mais pour d'autres raisons que j'expliquerai plus tard. Par contre, là, c'est un X, c'est pas bon ça. C'est pas forcément le doc que je voulais montrer, alors du coup, attendez. J'ai bien des angles, oui, j'ai des θ, voilà.
Là, j'ai des θ qui sont en forme penchée par défaut dans LaTeX. Alors, si je veux la forme droite, dans FrenchMath, j'active l'option UpGreek. Et donc, ça va installer le package UpGreek de Walter Schmidt, enfin l'utiliser, pas l'installer. Et ça va mettre toutes les lettres grecques en forme droite. Le pi droit, et c'est quelque chose de séparé, j'expliquerai ça tout à l'heure. Donc, je recompile. Et là, comme vous voyez, mon θ, il est devenu droit. Hein, le pi, lui, là aussi, mais ce n'est pas la même fonte du coup, hein, c'est le pi de Walter Schmidt. Par défaut, Walter Schmidt propose 3 fontes, Euler, Symbol et Small Symbol. Bon, Small Symbol, je n'utilise pas, mais Symbol est pas mal, en particulier avec Times, par exemple. Donc là, c'est Euler, par défaut. On peut changer hein, ce choix par défaut en appelant le package UpGreek avant d'appeler FrenchMath et en faisant Use Package par défaut, mettons un symbole et puis UpGreek. Donc voilà, ça c'est pour les lettres grecques. Je reviens à FrenchMath. Je vais fermer ça. Les autres fonctionnalités de FrenchMath sont assez modestes. Alors non, il y en a une quand même qui est importante. C'est la gestion de la virgule et des points-virgules. Alors ça, c'est un problème aussi dans LaTeX. Quand on tape un intervalle AB comme ça, par défaut, LaTeX va vous laisser un espace ici entre le A et le B, mais si vous tapez 12,5, il va vous laisser un espace aussi. Et ça, c'est pas joli. Hein, il faut l'écrire comme ça. Donc, la virgule a été redéfinie. Alors, Babel le propose, cette fonctionnalité, avec les bascules décimal mat comma et standard mat comma. Donc, si vous mettez décimal mat comma, on bascule à un moment donné, tout le texte qui suivra jusqu'à la prochaine bascule éventuelle standard mat comma, donc tout le texte entre les deux utilisera cette virgule française. Voilà. Par contre, du coup, le AB aussi, il va poser des problèmes. Alors, en fait, j'utilise une extension qui est NCC, il y en a 2, là, je fais des commentaires. Hein. I, est pas mal aussi, je l'ai utilisé pendant longtemps. Là, récemment, je suis passé à NCC, d'ailleurs, grâce à Jean-François Burnol aussi, qui m'a fourni un petit code qui permettait de rendre NCC, compatible avec Numprint et AutoLanguage, parce que ce n'était pas compatible. Donc, voilà, quand on tape ce code-là, xin 025 375, ça le tapait avant, ça le tapait comme ça. Alors là, par contre, je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas mis d'espace. Curieux. Oui, alors il y a aussi le point-virgule qui a été modifié parce que dans LaTeX, par défaut, le point-virgule, il est collé à l'intérieur du mode mathématique au texte ou au nombre qui précède. Donc là, j'ai restitué l'espace correct du point-virgule. Donc ça, c'est FrenchMath qui le fait. Et ensuite, j'ai aussi modifié les espacements par défaut qu'il y a dans les crochets. Les anglo-saxons n'utilisent pas, comme nous, le crochet ouvrant, qu'il y a ici, enfin un crochet fermant plutôt, pour un début d'intervalle. Du coup, quand on n'utilise pas FrenchMath, vous avez ce code-là hein, qui va apparaître de manière absolument horrible, comme ça. Alors, ce que font beaucoup de gens, hein, c'est qu'ils mettent un espèce de tilde là pour forcer l'espacement. Ils le mettent au début entre le in et le crochet, ou ici autour du symbole de la réunion, du cup. Donc là, plus besoin, tout ça, ça se fait tout seul. Voilà. Hein, on tape simplement le code simple et les crochets ils se placent correctement. Il y a juste un petit problème qui peut se poser lorsqu'il y a un symbole d'opération, un moins ou un plus, juste après le crochet. Par exemple, dans ce cas-là, à ce moment-là, l'espacement va être incorrect. Il y a un peu trop d'espace entre le crochet et le moins. Il faut le restituer comme ça, en mettant des accolades autour du moins ou du moins 1. Bon, c'est la seule restriction que j'ai trouvée, le seul problème, disons, que j'ai trouvé qui oblige à une petite manipulation dans l'utilisation de ces crochets. Alors ensuite, je vais aller rapidement, sur une page, hein, voilà, il y a un certain nombre de macros que j'utilise beaucoup, en français, curse pour les lettres cursives, infeg, supeg qui sont des alias de Jexlant et Lexlant, et puis le symbole de l'ensemble vide par défaut MT7 est très laid, c'est celui-là, dans Computer Moderne en tout cas, et là on restitue un alias de la commande var nothing. Voilà. Le parallélisme par défaut dans LaTeX, il est comme ça, ben, c'est sans doute une convention, je ne sais pas, toujours vu, c'est ce parallélisme-là, donc c'est une relation aussi que j'ai redéfinie. Et le modulo qu'on voit parfois écrit avec des crochets aussi, j'ai fourni la commande cmod
qui remplace Pmod. Alors moi, je ne l'utilise pas, mais bon, je sais que ça s'utilise dans des manuels scolaires ou des collègues l'utilisent. Enfin, pas forcément ma macro, mais ils utilisent les crochets comme ça. Par contre, l'espace qui est ici doit être plus grande qu'une espace normal entre les mots du mode mathématique, comme le fait Pmod. Hein. Pmod fait les espacements corrects, donc Cmod fait la même chose. Et après, vous avez quelques macros francisés aussi qui n'existent pas dans la tech, PGCD, PPCM, le cardinal avec 2 versions, majuscules ou pas. Le noyau et l'image des homomorphismes. Le noyau à la tech propose Care avec un K minuscule, donc comme je vois très souvent Care avec un K majuscule, je l'ai proposé aussi. Les fonctions hyperboliques, en principe, on les écrit tan H, cos H, sin H, hein, c'est la norme, mais certains auteurs préfèrent ça, donc j'ai proposé ça aussi. Et enfin, pour la composition des bases et des repères, en homogénéisant à hauteur des flèches, comme vous pouvez le voir ici, on ne le voit pas très bien, excusez-moi, au IJK, les flèches sont exactement alignées. K n'est pas la même hauteur. Donc ça, c'est une petite macro très simple, au IJK, et certains aiment bien mettre un point virgule après le O, je n'ai jamais trop compris pourquoi. Une liste, c'est une liste, hein, donc il y a des séparateurs de virgules. Je ne comprends pas ce point virgule, mais bon, c'est comme ça, beaucoup le font, et donc il y a la possibilité avec OIJ étoile ou OIJK étoile de générer ces bases ou ces repères du plan ou de l'espace. Voilà pour French Math. On le retourne, donc je vais essayer de ne pas être trop long. Je vais maintenant passer très rapidement à Tablevár. Alors, Tablevár, je vous en avais montré un exemple, c'était le devoir 6, je vais le réouvrir, celui-là. Voilà, là, j'utilise des tableaux de variation. Alors ça, c'est un tableau de signes. Je ne sais pas si on voit bien avec ma loupe, là, si ça agrandit. Oui, oui. C'est bon. Donc, voilà, là, c'est un simple tableau de signes. Alors, il existe déjà des extensions qui font ça. En particulier, Tablor de Guillaume Conan et TKZ Table de, j'ai oublié le nom, Alamat. Voilà. Alamat fait quelque chose de très riche et très puissant, avec y compris la possibilité de mettre des couleurs partout. Mais enfin, la doc, elle fait 71 pages. Et puis, ça utilise que TIX. Moi, j'ai voulu faire quelque chose de relativement simple, intuitif, basé sur la même syntaxe que les environnements array et tabular de la tech, et donc qui soit très intuitif, avec quand même quelque chose de très propre au niveau de la graphie. Donc là, j'ai des doubles barres, des zéros avec les barres. Bon. Et là, plus loin, j'ai la double barre ici, j'ai les infinis qui se mettent, et j'ai la possibilité d'avoir aussi des valeurs remarquables que j'ai rajoutées. Alors, le code est très simple. Je vais prendre le code de ce tableau de signes, là. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup à un array. Donc, je mets ça dans un environnement équation. Hein. Et puis, au lieu de begin array, je mets begin tablevar 4. Pourquoi 4? Parce que j'ai 4 intervalles. Ce sont les intervalles que vous avez donc dans le tableau de signes. Ici, c'est un simple tableau de signes. Et en fait, le principe, c'est que vous avez des colonnes, première colonne. La deuxième colonne, c'est la colonne du moins l'infini. En fait, c'est une colonne dont la largeur va être variable en fonction du texte le plus large. Puis, vous avez une colonne avec les signes, donc elles ne sont pas matérialisées sur le tableau lui-même, mais dans la conception du tableau, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Vous avez la colonne ici avec le moins 8 et puis les zéros et les barres. Vous avez la colonne des signes, etc. Mais on précise uniquement les intervalles. La largeur des colonnes, elle est par défaut mise à 2,5 EM, hein, qui est la largeur standard du M, fois 2,5. Mais ça aussi, c'est réglable, c'est configurable. Et après, on compose le tableau tout simplement. Une fois qu'on a compris où il y a les colonnes, on met moins l'infini dans la première colonne. Puis, sur la première ligne, là, il n'y aura rien. Donc, on met le double esperluette, puis le moins 8, puis après, rien, etc. Et quand on veut mettre les barres, c'est simplement barre, voilà, quand on ne veut pas de 0, ou barre avec une option 0, voilà. Double barre, c'est bébé. Bon, c'est très simple. Ça se fait comme un tableau en LaTeX. En ce qui concerne les flèches, eh bien, les flèches, elles vont se faire toutes seules. On n'a pas besoin de lui dire de faire les flèches. Il y a simplement qu'il faut intégrer la grande ligne, là, qui par défaut se compose sur 3 lignes, il faut l'intégrer dans une commande qui s'appelle variation. Donc, je vais vous le montrer. Alors, on va chercher là. Voilà. Donc, alors là, l'étoile, je n'explique pas, là, ça me fait aller trop loin. Donc, Tablevár étoile, c'est une variante, bien qui permet, si je le dis, c'est qui permet d'aligner bien les choses à gauche, parce que sinon, vous avez un décalage entre la double barre et la plus du moins l'infini qui est là. Donc là, c'est pareil que l'autre, hein, la ligne des X,
la ligne du U' de X, hein, avec le H-line des environnements array tabulaires de LaTeX. Puis ici, vous avez la double barre, c'est /BB. Ici, une double barre. Là, ensuite, vous avez le plus, le 0, le moins, et on revient à la ligne. Et puis là, c'est là que ça se passe, variation. Donc, variation, il n'y a pas le double slash à la fin, c'est automatique. On a 3 commandes fondamentales, 1000 comme milieu, bas comme en bas et haut comme en haut. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Donc, je dis que U de X, c'est au milieu, dans la première colonne. Donc, variation s'ouvre ici, elle se ferme là. Milieu U de X, puis la double barre. Donc, sur l'ensemble des 3 lignes, mais en fait, on l'écrit comme une seule ligne. Ensuite, je mets en bas, je mets une double barre. Puis en bas, ça, c'est dans la même cellule, en quelque sorte, du tableau, la double barre et le moins l'infini. Puis, je mets au milieu un 0, en haut un ln de 2, au milieu un 0 et en bas un moins l'infini. Alors, on peut enlever les milieux là. Hein. Si on veut pas celui-là, je l'enlève, hop, il va disparaître. Voilà. Et la flèche, elle ne va pas changer. Donc, en fait, le principe, c'est que les commandes haut et bas, elles créent des nœuds. Et la commande 2, elle ne crée pas de nœuds. On peut décider de faire des nœuds quand même à un endroit qu'on veut. On peut décider de composer ça sur 4 lignes ou plus. Je vais revenir en arrière avec mon milieu. Non, mais écoutez, je vais le laisser. C'était là que j'avais un milieu, je crois. 1000. Je vais le remettre parce que 1000. Et je vais recompiler tout ça. Alors, ce qu'il y a dans TableVar, c'est qu'on peut utiliser soit le module graphique TIX, soit par défaut, j'utilise PSTrix parce que je trouve que les flèches sont un peu plus jolies et c'est plus facile j'ai plus de facilité à configurer un certain nombre de choses. Mais enfin, ça fait à peu près la même chose. Alors, je vais juste rapidement vous montrer un certain nombre de possibilités de l'extension. Alors là, je ne vais pas avoir le temps de dire grand-chose. Voilà. Donc, TableVar, au début, les premiers exemples sont tout simples, hein, avec haut, bas et milieu. Hein, donc, j'explique le code. Voilà, je vais vous montrer juste quelques autres possibilités que là, j'ai pas dans le fichier que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je passe sur toute une série de galeries d'exemples. On peut faire des choses comme ça aussi. Voilà, il suffit de mettre… Là, par contre, le milieu sera un nœud et ça s'utilise avec la commande POS, position. Position, le numéro de la ligne 1, c'est en haut, la ligne 2, c'est au milieu, la ligne 3, c'est en bas. Voilà, le POS étoile, il ne crée pas de nœud, le POS, il crée un nœud. Et quand on veut créer un nœud au milieu, on met POS 2. Le 1, ici, c'est un nœud. Voilà, et c'est variation qui va s'occuper de fabriquer les flèches, en fait. Hein, il y a un deuxième passage par PSTrix. Après avoir positionné les choses dans le tableau, il y a PSTrix ou TIX qui va vous fabriquer les flèches automatiquement. Bon, là, on a les lignes là, rien de particulier sur ce tableau-là. Là, on a la gestion des discontinuités avec différentes possibilités. Donc, il y a l'option discount hein, qui évite de traverser la double barre. On peut aussi s'amuser à mettre les infinis comme ça si on préfère. Moi, j'aime pas trop. Je préfère de très loin cette façon-là de le faire. Et là, on a des petits problèmes à gérer, mais ça se fait tout seul avec la commande qui va bien, qui est bb_lim, double barre avec des limites. Parce que si on met juste le double barre, il va y avoir des décalages à cause des infinis qui sont en haut et des infinis qui sont en bas, les barres ne vont pas être alignées. Donc, il faut utiliser bb_lim. Bon, le package est assez, j'espère, assez bien documenté. Là, vous avez un autre problème, c'est qu'à gauche et à droite, ça n'a pas la même dimension, le texte. Et donc, pour recentrer tout ça, ça se fait aussi tout seul, en principe. Je ne sais plus comment je l'ai fait d'ailleurs. Oui. Voilà. Bon, et après, j'ai la possibilité de voir les zones hachurées ou grisées. Alors, les valeurs remarquables, ça se fait aussi, on peut les marquer. Non seulement, tout à l'heure, je vous ai montré, je colle un 0 sur la flèche, en fait, mais on peut aussi mettre les petits pointillés qui vont là, en mettant une macro valeur remarquable 1, hein, et en bas, j'ai valeur remarquable 0, et ça va mettre tout seul le petit pointillé entre le 1 et le 0. On peut modifier le fait que ce soit un pointillé ou pas. On peut s'amuser à faire des choses. Là, j'ai un pointillé, là, j'en ai pas. Là, par contre, j'ai créé un nœud pour le 0. Là, j'en ai pas créé. Bon, on peut faire tout un tas de choses. Mais tout ça avec des commandes qui restent quand même très, je pense, simples et très, très proches de la syntaxe array ou tabular. Là, on peut faire des choses assez drôles. Hein, où, on a une fonction qui tend vers 1, mais sa valeur en 0 vaut 0. Alors, typiquement, sinus x sur x, et puis avec f de 0 égale 0.
Voilà, là, on peut mettre deux tableaux en correspondance hein, pour le cosinus et le sinus, avec même la possibilité d'avoir avec les valeurs remarquables, des choses comme ça. Et enfin, vous avez les zones interdites avec deux syntaxes, zone interdite en couleur, ZIC, par défaut c'est grisé, ou les zones interdites hachurées. Alors là, vous avez une double barre ici, mais vous avez un 0 là, pour des fonctions particulières, ou vous avez la double barre hachurée, ZIH, double barre, non, zone interdite. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Le package fait, par contre, la documentation fait 16 ou 17 pages, et pas 71 comme TKZ Table. Je vais terminer en 2 minutes. Désolé pour le petit retard, par vous parler juste, sans les présenter vraiment, 3 outils qui ne sont pas du tout de moi et que j'apprécie beaucoup. D'abord, le gestionnaire d'exercices Texomaker, à pas confondre avec TextMaker, l'éditeur LaTeX très connu. Texomaker, voilà à quoi ça ressemble, Texomaker. Là, j'ai mes fichiers de terminal. Pour chaque classe, pour chaque niveau, j'ai un fichier de ce type-là qui est fabriqué et je mets tous mes exercices dedans. J'ai la possibilité de faire une recherche par mots-clés. Alors là, l'intérêt, c'est la prévisualisation hyper rapide. Voilà, je passe d'un exercice à l'autre comme ça. Hein. Là, je parcours simplement avec les flèches. Hein. Je n'ai pas besoin d'aller ouvrir 36 000 PDF, ça se fait tout seul de manière automatique. Ça compile le LaTeX pour intégrer un nouvel exercice. On appuie sur plus. On peut en enlever de la base, on peut rafraîchir. Si on veut, on peut éditer un exercice avec son éditeur préféré en cliquant là. Voilà, je ferme. On peut définir des paramètres. Alors, tout ça, référence, thème, barème, ça, c'est moi qui ai choisi de le présenter, enfin de choisir. Je peux décider de ne pas mettre de barème, de mettre 2 séries de mots-clés différentes. Si je fais une recherche, par exemple, je veux chercher tous les exercices où il y a des questions de cours. Je fais cours. Et là, tout ce qui a le mot cours, quelque part, dans les mots-clés, il va me sortir la liste des exercices avec les questions de cours. Voilà. J'en dis pas plus. Là, je vais vous parler maintenant de TextGraph. Alors, TextGraph est un petit logiciel graphique, mais très puissant de Patrick Fradin. Qui permet de composer des graphiques de manière externe et d'exporter le code dans ce qu'on veut, PGF, TIX, PSTrix. Moi, je voudrais quand même vous montrer un fichier que j'ai fait avec TextGraph, voyons si je le trouve facilement. Ouais, 2011, 2010. Alors là, je vais chercher dans mes archives. 2000, je sais quand, 2009. Celui-là. Bon, ça permet de faire, y compris de la 3D, ça permet de faire beaucoup de choses. Il y a un module de programmation intégré. On a une sorte de prévisualisation. Voilà, là, je vais vous montrer un fichier avec des choses que j'ai faites il y a longtemps. Malheureusement, enfin, en terminale, on ne fait plus d'intégration de volume. Voilà, on fait tourner. Bon, alors là, déjà, c'est un dessin qui n'est pas si simple à faire. TextGraph a la possibilité de colorier de manière automatique des zones définies par plusieurs courbes. Enfin, il fait énormément de choses, TextGraph. Et puis ça, c'est très joli. Hein. On peut le mettre en couleur, on peut le mettre en quadrillage. Ce genre de courbe, ça se génère automatiquement. On peut la tourner, la pivoter. Donc là, une fois qu'on exporte le code, ça fait un fichier externe et ensuite, il faut l'appeler par un input. Voilà. Et enfin, pour finir, donc je n'ai pas le temps de vous le montrer, là, TextGraph, hein, l'heure a tourné, mais je le conseille à tous ceux qui ne le connaissent pas. La prise en main n'est pas immédiate. Enfin, après, il y a des petites choses simples qu'on peut faire, mais quand on veut faire des choses un petit peu sophistiquées, et on peut faire des choses archi sophistiquées avec TextGraph, il faut un peu lire la doc. Je vais terminer par une toute petite extension que j'aime beaucoup du tableur. Voilà, j'ouvre mon tableur. On va fermer ça. Qui s'appelle Calc to LaTeX et qui permet de fabriquer des tableaux de valeurs. Alors, je vais prendre un tableau de valeurs x, f de x. Hein. C'est pas, contrairement à ce qu'on a vu ce matin avec prof lycée, c'est pas mes extensions qui génèrent les mathématiques. Là, je vais par exemple mettre un tableau de valeurs entre -3 et je vais tirer jusqu'à 3, mettons, voilà. Et puis, je vais définir une fonction égale, celui-ci, on va le mettre au carré, moins 2 fois la valeur, et puis plus 1. Voilà, j'ai défini ma fonction. Je recopie vers la droite.
Et là, j'ai un tableau de valeurs tout simple que je peux mettre les, comment on appelle ça, les séparateurs ou pas, ça ne changera rien. Je fais un petit contrôle étoile pour sélectionner mon tableau et ah ben zut, la macro elle a disparu du texte graph. Bon, là je suis embêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je sais pourquoi. Donc elle y est la macro, mais j'avais prévu un bouton. Bon, écoutez, là je l'ai pas. Je vais exécuter la macro. Il va me le proposer, je pense. Non. Ben, écoutez, loupé là, sur ce coup-là. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas intégré. Bon, j'ai fait une manip ce matin, je pensais que ça l'avait retenu. Bon, désolé, de toute façon, c'est l'heure. Mais enfin, j'ai un bouton calque ou latex, on clique et ça génère le code latex. Bon, désolé, je ne voulais pas montrer. Je ne sais pas où elle est passée la macro là. J'avais un bouton, il a disparu. Bon, voilà, mais de toute façon, c'est l'heure. Donc, je vais arrêter et je vais laisser la place aux éventuelles questions. Merci Antoine, à nouveau pour un exposé très intéressant. Y a-t-il des questions? Moi, je veux bien. Désolé, il y a mon fils qui babille à côté. Oui, donc déjà, merci beaucoup pour cet exposé. Vos outils sont très intéressants. Et notamment, donc moi, je suis dans le supérieur. Et en fait, les feuilles d'examen, c'est un problème récurrent. Tout le monde fait ça à sa sauce. Et votre outil est vraiment très intéressant. Et du coup, je vais le diffuser le plus possible dans mon labo. Merci. J'ai quelques remarques là-dessus. Je pense que ce serait utile d'utiliser les clés valeurs pour tous vos booléens là sur questions, réponses. Oui, c'est possible, tout à fait. Ça serait sans doute plus efficace que questions only, answers only dans le préambule. Oui, c'est Et puis voilà. quelque chose que je peux améliorer. Déjà, je pense que ça ne nécessite pas énormément de travail de fond. Non, effectivement. Effectivement, parce qu'au départ, c'est des booléens et questions only, answers only, c'est simplement je gère les booléens, je les mets à true ou à false, hein, c'est tout. Donc ça peut se faire avec des clés valeurs, oui, tout à fait. Ouais, je pense que cet ajout-là permettrait de rendre la syntaxe un peu plus cohérente avec tout dans la tech et ça serait très pratique. Ouais, mais le problème que je vois, c'est-à-dire à quel niveau je le mets pas. Pour moi, ça c'est quelque chose qui se gère dans le préambule. Alors on pourrait aussi se dire, je le gère par exercice. J'affiche pour tel exercice le corriger, pas pour tel autre. Enfin là, j'avoue que on crée un niveau de sophistication qui me paraît Oui, pas pertinent. moi, je soit dans je pense que c'est global. Je pense que ça doit être global. Et à ce moment-là, je vois pas trop. Enfin, je vous écoute, mais si vous avez une suggestion, mais ouais. Soit au chargement du package, soit avec une commande du style set options ou un truc comme ça, quoi. Ouais, avec cette option. Un truc assez qui se fait dans pas mal d'autres. Oui, non, mais je comprends. C'est vrai que ça se fait plutôt comme vous dites, hein, mais bon. C'est vrai que moi, questions only, je trouve ça très simple. On met que les questions et c'est juste une macro, quoi. Après, au niveau de l'écriture proprement dite, ça me paraît plus simple. C'est vrai qu'après, mettre une option au chargement du package, ça, c'est pas mal, oui, effectivement. Et puis un set option aussi, ça permet de structurer un peu les choses de façon un peu plus uniforme. D'accord. Détail. Non, mais c'est une bonne suggestion. Je vous remercie en tout cas. Je vais essayer d'intégrer ça. Oui. Une suggestion qui est très utilisée dans l'enseignement supérieur, là où je suis en maths, c'est le fait de réserver de la place pour les réponses. Parce que de plus en plus de collègues veulent contraindre la place des élèves pour les contraindre à une certaine rédaction. Enfin, ou donner un indice de la taille de la rédaction qui ne parte pas sur une mauvaise piste en voyant l'encadrer, quoi. D'accord, c'est-à-dire vous laissez en blanc comme si c'était une feuille. Voilà, ouais. Un cadre, par exemple, ou un truc personnalisable à mais ensuite, à la suite. Ça, c'est une suggestion donc, que je pourrais mettre avec une autre option où il y a la place des réponses, mais il n'y a pas les réponses. C'est voilà, ça, exactement. Cadre pour les réponses. Ça, je vais y réfléchir. Oui, bon, ça doit être faisable. Mes collègues, moi, je n'utilise pas ce truc, mais les collègues qui utilisent ça, c'est surtout sur les premières années d'études supérieures. Oui, comme là, c'est quand les réponses sont pas trop longues, j'imagine, parce que sinon, si une demi-page blanche, je vois pas trop le truc là. C'est exactement ça. D'accord, je vais y réfléchir, mais ça doit être faisable, oui, assez facilement. Et enfin, juste il y a aussi une remarque, c'est pas tellement une question, c'est sur Texomaker. Oui. Donc moi, Gwenaël Cléon, c'était mon prof de physique en prépa. Et donc, il a commencé Fradin, vous avez eu Fradin comme prof, c'est ça? Non, mais oui, c'est Patrick Fradin. Mais, vous avez travaillé avec lui?
Oui, sur BC Logo, il a travaillé Ah oui, avec. ben oui, oui, vous êtes co-auteur de BC Logo avec Fredin, bien sûr, oui, je le savais, oui. Bien sûr. Et, D'accord. et du coup, bah, je l'ai contacté récemment parce qu'en fait, les paquets de Debian, ils sont plus à jour, malheureusement, de Texomaker. Donc sur ma Mint récente, le dépôt ne fonctionne pas. Donc Alors, attendez, là, vous parlez de TextGraph, en fait, je- le package de Fradin pour faire le graphique, c'est ça, celui que vous avez. Texomaker. Parce que TexoMaker, c'est Gwenaël Cléon qui l'a fait. C'est pas la Et même chose. voilà, prof de physique en prépa, Ouais, Gwenaël Cléon. ça doit être ça, c'est Gwenaël Cléon, oui, Ouais, d'accord. ouais. Et du coup, c'est juste pour prévenir les gens qui voudront essayer de l'installer. En fait, le dépôt Debian, il est plus très très à jour. Donc, je lui ai écrit pour justement qu'il essaye de le remettre Ouais, à jour parce que sur ma Mint, ouais, Linux Mint, ouais. j'arrive plus à l'installer. Alors que Alors, j'ai moi, c'est vrai que j'ai dû le compiler. Alors, pas là récemment. Là, je suis sur la version Ubuntu 2000. On est en combien là je sais plus. En 2020. Moi, je suis sur Ubuntu 2020. ouais. Et en 2016, je crois que j'avais dû le recompiler. Il y avait eu un problème. Mais je crois que quand je l'ai réinstallé là en 2020, j'ai pas eu de problème. Je sais plus. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé de le recompiler. C'était un peu galère, hein. Voilà, ouais. Donc, je l'ai Il aussi. a fallu un Qt5, recompiler tout ça, c'était pas cool, c'est Ouais. vrai. C'était Après, qu'on a bien installé, c'est vraiment un bonheur ce truc-là, hein. c'est justement ce que je voulais dire, c'est que je trouve que c'est vraiment un bon outil très 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 pratique, mais qu'il y Hyper a cette puissant, oui. petite barrière à l'entrée qui est l'installation. C'est vrai, Je c'est pense vrai. qu'il faut le stimuler pour que. Il faudrait stimuler Gwenaël Cléon, alors si vous avez le moyen de le contacter. Moi, Euh, je je, ne je suis connais pas son adresse, hein. Je ne en connais train de pas. écrire je suis en train de lui écrire à ce sujet justement. On Ah doit ben, se c'est dans la parfait. semaine. C'est parfait. Ça m'intéresse comment il va réagir, oui. En Mais tout je crois qu'en plus, alors je ne suis pas sûr, mais au départ, je crois qu'il l'avait développé pour Mac, son outil, et pour Linux aussi. Je ne suis pas sûr qu'il existe sous Windows, par contre, je ne suis pas certain. je crois que j'ai vu surtout moi. Surtout, oui, ça marche surtout. Ben, c'est utile, c'est un outil hyper puissant, hein, ça, c'est magique. Ouais. Voilà, merci encore, hein. Ben, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie aussi pour cette invitation, en tout cas. Y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y en a pas, moi j'en ai Oui, quelques-unes, oui, rapidement. Tout d'abord, le calcul des points, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris dans le calcul des points. oui, On peut donner donc le total des points pour un exercice oui, et ensuite détailler le barème de chacune des questions. oui, C'est ça? oui. Ne serait-il pas possible que le total des points de l'exercice soit calculé automatiquement à partir du... Oui, je comprends la question. Je m'étais posé la question. Ça me paraît une sophistication, disons, pas inutile, je ne vais pas exagérer, mais pas forcément fondamentale, parce qu'en principe, on compose son propre barème. Donc là, il n'y a rien d'automatique, effectivement, hein, comme vous le dites. Il n'y a rien d'automatique. Le prof décide que telle question, ça vaut tant et tant et tant, et puis il suffit une incohérence de barème. Bon, ça m'est arrivé une ou deux fois que les élèves me disent, mais monsieur, il n'y a que 19 points dans votre barème. Bon, ok. J'avais oublié un point, ou une fois, j'en avais mis 21. Et bon, ben, voilà. Mais en principe, c'est le travail du concepteur, du document, du prof de faire en sorte que son corrigé soit son barème juste. Maintenant, le calcul automatique, oui, on peut imaginer que ça soit faisable, mais je pense que c'est pas immédiat, quoi. Bon, là, comme ça, là, à froid, je n'ai pas réfléchi. En tout cas, D'accord. je sais que ça m'aurait demandé un certain boulot de faire ça, et une maîtrise de tech peut-être que je n'ai pas d'ailleurs en plus. Et puis surtout que, bon, voilà, le barème en principe, je le crée à la main en quelque sorte, hein. Et puis ensuite, ben, la typographie, elle tape ce que le concepteur a créé, mais c'est pas le package qui crée, quoi, en quelque sorte. Donc, j'y réfléchirai, mais là, comme ça, j'ai pas de piste, hein, pour ce truc-là. Voilà. Peut-être stocké dans le fichier auxiliaire, les points de chaque Ouais, question. ouais, mais là, ouais, tout à fait. On peut faire des choses comme ça. Mais je sais qu'il y a des packages qui le font par contre, effectivement. Ouais, Mais ouais. ils n'ont pas du tout la même conception des feuilles d'exercice que moi. Il y a beaucoup bon, d'abord des exerciceurs qui vous font tirer au sort des exercices un peu aléatoires. C'est pas du tout le rôle ni de Texomaker ni de mes packages à moi. Moi, c'est vraiment centré sur la typographie, hein, contrairement à un prof lycée qui génère du contenu. Là, il n'y a pas de contenu. Bon. Tout le contenu, il faut que le concepteur du document le fabrique, y compris donc le barème, la cohérence du barème, etc.
Parce que, y compris, parfois, c'est assez difficile. Exemple, j'ai des devoirs où je mets 0,5 par question. Et c'est tout. Et je mets pas. Alors, donc, si vous voulez, c'est un peu compliqué de faire l'addition là. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Non, alors par exemple, il y a 4 questions, et je mets dans le barème, donc le total 2 points, et puis dans le barème détaillé, je mets juste 0,5 par question. Donc l'élève ou moi, quand je corrige, je sais que chaque question vaut 0,5. Je n'ai pas besoin de mettre 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Donc je mets 0,5 par question, écrit en toutes lettres comme ça. Ah oui, d'accord. Là, un calcul automatique, il ne va pas s'en sortir. Hein. Non, à moins de faire de l'analyse lexicale sophistiquée comme la présentation qu'on a eue ce matin là, sur Python. Là, ça me dépasse, là, on va dire. Oui, certes, dans ce cas-là, oui. Non, mais ça m'arrive quand même assez souvent de mettre idem que question 1 ou des choses comme ça. Et bon, c'est voilà. Mais bon, ça serait un plus, c'est sûr, mais qui demanderait quand même, je pense qu'il va me demander pas mal de boulot si je veux le faire. Oui, les vacances approchent, c'est le moment. Oui, mais enfin là, je vais d'autres choses prévues, mais bon. Non, j'ai quelques mises à jour sur French Math. Là, je vais sans doute intégrer GRMath de Schwab-Burnol, là, qui est vraiment chouette. Et puis là, sur Execheat, j'ai d'autres mises à jour aussi à faire assez vite, voilà, dans le mois qui vient. Après, j'y réfléchirai. Oui. Mais il y a aussi les suggestions de Maxime Chupin là, qui me plaisent bien aussi. Oui. Bon, ça me paraît plus dans mes cordes, on va dire. J'ai juste une petite remarque sur ce sujet-là, sur les points. C'est vraiment juste, peut-être que vous n'avez pas pensé à cette utilisation, mais en fait, dans le supérieur, il y a souvent les responsables de cours qui font un corrigé, qui donnent à leur chargé de TD qui corrige. Et donc, toutes les annotations que vous avez permises dans les marges, là, ça se révèle très, très utile dans ce contexte-là. Et j'en doute pas 2 secondes. Et je suis conscient que c'est pas seulement pour les profs de lycée, ça, ce genre de choses. Hein. Moi aussi, j'ai fait des examens dans le supérieur. Oui, on a besoin du barème. Et surtout quand on travaille à plusieurs, en collaboratif. Quand on travaille tout seul, on peut bidouiller au crayon de papier dans la marge, mais quand on travaille à plusieurs, c'est beaucoup plus propre d'avoir un barème comme ça dans la marge que d'avoir sur une feuille annexe. Enfin, c'est plus propre. C'est surtout plus clair pour la correction elle-même. Voilà. Alors, peut-être une dernière question. Pourquoi est-il nécessaire de placer les environnements table var dans des environnements equation? Pourquoi? Parce qu'on peut en mettre plusieurs tables var dans une même equation. Oui, si je définissais table var qui automatiquement il commence par un begin equation, à ce moment-là, si j'en veux plusieurs, j'aurais plusieurs environnements equation avec les espaces qu'il y a entre les deux et qui peuvent être gênants. Je peux mettre des tables var côte à côte aussi, par exemple. Oui, mais le fait de passer en begin equation, c'est juste pour être directement en mode mathématique, si je comprends bien. Ben, je suis obligé parce que j'utilise un array. C'est l'environnement array qui est à l'intérieur, donc je suis obligé d'être en mode mathématique pour utiliser table var. Donc, soit table var, je le redéfinis autrement l'environnement et il va intégrer begin equation tout seul, mais à ce moment-là, pour les mettre côte à côte, c'est une autre affaire, quoi. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, en fait. Là. Oui, tout à fait. Non, mais je ne sais pas si je vous ai convaincu. Je pense que c'est le meilleur choix. Bon, c'est comme quand on fait un array, begin array, ben, il faut mettre un begin equation avant, quoi. D'accord. Ouais. C'est un peu la même philosophie que Begin Array avec des fonctionnalités un peu alternes. On définit un nombre d'intervalles et non pas des colonnes avec des C ou des L ou des choses comme ça. Oui. Les colonnes de nombres, enfin toutes les colonnes sont centrées d'ailleurs par défaut, sauf dans table var étoile où les colonnes de l'extrémité gauche elle est alignée à gauche et l'extrémité droite elle est alignée à droite. C'est ça la différence dans les alignements de colonnes de table var étoile par rapport à table var, et c'est en particulier pour la gestion des doubles barres qui se trouvent aux extrémités du tableau, sinon ça peut bousiller l'alignement, quoi, si je ne mets pas table var étoile dans ces cas-là. Mais sinon, je vous dis, c'est comme un array, et donc il faut que ça soit dans un equation, quoi. D'accord, ok. D'accord, y a-t-il d'autres questions? Il semblerait que non. Je viens de voir une réponse de Christophe Aubry qui dit que Texomaker existe pour Windows. Bon, c'est bien. C'est bien. Voilà. Ok, merci beaucoup Antoine. De rien, c'est moi. Allez, voilà, donc ceci clôt notre série d'exposés, de conférences.